La question du jour. Lorsqu'il voit le marché défaillir, que peut faire l'État pour lui porter secours? Vous inquiétez pas, on va vous donner des subventions. Amenez-moi les subventions. On a vu dans les épisodes précédents qu'il existe des défaillances de marché, c'est-à-dire des situations où le marché ne marche pas. Non, ils volent! Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il risque de ne pas y avoir d'équilibre, ou que l'équilibre pourrait être inefficace, donc ne pas conduire à une allocation optimale des ressources. Est-ce que vous pouvez rappeler les différents types de défaillances de marché? Oui, par exemple, il y a les externalités. C'est quand quelqu'un pollue. Par exemple, les externalités, c'est quand la production ou la consommation d'un agent va avoir un impact négatif ou positif sur le profit ou le bien-être d'un autre agent, sans être compensé par un mécanisme de prix. Si Einstein voyage en avion, il pollue. Ça impacte négativement le bien-être des autres humains, sans que les 10 humains pollués ne reçoivent d'argent en compensation. Mais quand je me parfume, c'est une externalité positive. Oui, si vos condisciples aiment votre parfum, vous augmentez leur bien-être, et pourtant c'est gratuit pour eux. Quelles sont les autres défaillances de marché? Les biens publics. La Tour Eiffel, c'est beau, tout le monde peut profiter sans qu'elle s'abîme. Oui, les biens publics sont non rivaux. Le fait qu'un agent les consomme n'empêche pas un autre agent de les consommer. Et en même temps, ils sont non exclusifs. On ne peut pas empêcher celui qui refuse de payer d'en profiter. La Tour Eiffel, le phare qui éclaire les bateaux, l'air que vous respirez, etc. Autre défaillance de marché? Les asymétries d'information. Par exemple, si je vends des cannelloni à Gino, je connais la qualité du plat que je vends, mais lui pas. C'est une asymétrie d'information dite ex ante, c'est-à-dire qui porte sur les caractéristiques du produit échangé entre vous. Mais il y a aussi les asymétries ex post, dont je suppose que vous allez pouvoir donner des exemples. Ah oui, l'aléa moral. Si j'achète un contrat d'assurance pour ma voiture en faisant croire que je vais conduire super sagement, mais dès que le contrat est signé, je parie avec Gino que je serai le premier arrivé à la bourboule. Exact. Si vous êtes aussi calé que Bob, Gino, Cassandra et Einstein, vous pouvez rester avec nous pour la suite. Si vous avez perdu le fil dès le premier exemple, retournez voir les épisodes précédents. Pour résoudre les difficultés posées par cette défaillance de marché, il existe évidemment des solutions privées. On a parlé par exemple des tarifications avec primes et franchises pour les assurances qui font face au risque d'aléa moral, mais l'État peut aussi jouer un rôle. Enfin! Alors l'État vient de réaliser qu'il avait peut-être un rôle. Dommage, c'est le dernier épisode. Voyons les actions possibles de l'État pour chacune des défaillances évoquées. D'abord, les externalités. Vous vous souvenez que les externalités négatives ont pour conséquence une surproduction ou une surconsommation du bien par rapport à l'optimum. Les consommateurs prennent trop l'avion, roulent trop en voiture, fument trop, etc. Les externalités positives, au contraire, ont pour conséquence une sous-consommation ou une sous-production. Les individus ne s'éduquent pas assez, ne se vaccinent pas assez, ne se parfument pas assez. Que peut faire alors l'État face à la pollution, par exemple? Faut interdire la pollution. La pollution, c'est nul, ça pollue. En effet, l'interdiction est une option. En général, l'État n'interdit pas purement et simplement de polluer, car presque tout ce qu'on produit pollue. À part si tu mets à la poubelle. Mais l'État peut réglementer certaines productions, mettre des normes. C'est moi les normes, pas filiformes, mais encore des formes, tout ce qui est conforme. Donc là, il s'agit d'oublier purement et simplement le mécanisme de marché, on impose des normes. Ouais, je peux vous dire que pour mes montgolfières, j'ai dû passer un sacré paquet de contrôles techniques, parce que les émissions polluantes sont vachement limitées. Tant mieux. Mais il y a des normes aussi pour les externalités positives. Par exemple, l'État pourrait obliger tout le monde à mettre du parfum une fois par semaine. Oui, les normes pour les externalités positives peuvent exister. L'éducation obligatoire. La vaccination obligatoire. Par exemple. Quelles autres politiques l'État peut-il mener face aux externalités? Je propose une taxe. La taxe carbone, par exemple, ça existe. Effectivement, l'État peut taxer. Les taxes, magnifiques taxes. Et si le montant de la taxe est bien évalué, la taxe pourra conduire à retrouver le niveau de production ou de consommation optimal. Celui qui a proposé cette idée en premier s'appelle Pigou.
C'est le principe du pollueur-payeur. Nous remercions Arthur Pigou pour cette brillante idée. Ouais, merci Arthur. Enfin, un économiste qui pense que l'État a un vrai rôle à jouer. Ce ne serait peut-être pas votre économiste préféré de ce point de vue. Pigou a certes proposé une intervention de l'État en cas de défaillance de marché, mais pour le reste, il était très libéral. Moi c'est Pigou, je suis un foufou. Pas de Picsou, pas de Moscou. Il a passé une bonne partie de sa vie à se bagarrer avec son collègue John Maynard Keynes à Cambridge. Keynes, lui, considérait vraiment nécessaire l'intervention de l'État. Ok, bon bah c'est clair que c'est John Maynard qui a raison. Au moins, il a lu des livres. Mais vous allez attendre le programme de macroéconomie pour vous faire une opinion sur ce sujet. Oui, par contre, là, ce sont des macros, ça n'a rien à voir. Revenons au principe de la taxe pigouvienne. Si vous vous souvenez bien de l'épisode 10, votre esprit vous conduit déjà dans le repère PQ, où vous revoyez en rêve le déplacement de la droite d'offre en cas de taxation forfaitaire. Si vous n'êtes pas capable de le revoir en rêve, allez dans la réalité revisionner l'épisode 10. Rappel rapide. Dans le repère PQ, l'offre d'un producteur de montgolfières est confondue avec son coût marginal. Mais produire des montgolfières, ça pollue. Et donc, le coût marginal social, c'est-à-dire le coût marginal pour toute la société, qui additionne le coût marginal de l'entreprise, plus le coût marginal de pollution que ça cause aux autres agents, est plus élevé. Si le producteur ne prend en compte que ses coûts privés, il va comparer ses coûts de production privés à ce que lui rapporte chaque montgolfière produite. Supposons que ceci soit le prix de marché de la montgolfière. Le producteur va choisir de produire cette quantité qui égalise son coût marginal de production au prix. Mais ce niveau n'est pas optimal pour la société, il est trop élevé. Si le producteur prenait en compte la pollution, il ne produirait que cette quantité de montgolfière. Et l'idée brillante d'Arthur est la suivante. La taxation a justement pour effet de modifier les plans d'offres. La courbe d'offre va se déplacer vers le haut du montant de la taxe. Vous comprenez bien que si on choisit judicieusement le niveau de taxation, on peut récupérer le niveau de production de montgolfières optimal pour la société. Et en plus, ce sont les pollueurs qui payent. Donc, c'est efficace et juste à la fois. Vous trouvez ça juste que les pollueurs payent? Ben oui. Pourquoi? Ils polluent quoi, c'est pas bien. Rappelez-vous que les économistes ne pensent jamais en termes de bien ou mal. Oui, et puis bon, bah, on peut penser aux gilets jaunes. On dit pollueur-payeur, ça revient à dire que les plus pauvres, qui sont obligés d'habiter loin de leur travail, ils doivent payer pour dépolluer, alors que c'est pas de leur faute s'ils polluent. C'est qu'ils n'ont pas de tram, de métro, de train, enfin de service public de transport, quoi. C'est un argument de redistribution, en effet, pour dire que ce ne sont pas forcément aux pollueurs de payer. Et il y en a un autre, plus libéral. C'est de considérer que les préférences des individus ne sont pas à juger. Ainsi, le tanneur pollue la rivière et gêne le pêcheur. Oh, ça va. Il y a surproduction de canapés en cuir par rapport à l'optimum. Mais pourquoi serait-ce au tanneur de payer? Parce que c'est lui qui pollue. D'accord, mais au bout du compte, vous considérez les mangeurs de poissons plus respectables que les acheteurs de canapés en cuir? Et pourquoi? Qu'avez-vous contre les gens qui aiment se reposer sur des canapés en cuir? Et moi, j'ai un canapé en mammouth. Vous n'avez pas à juger les gens en fonction de vos goûts personnels. Mais comment réduire la pollution liée à la production de canapés en cuir si on les fait pas payer? Ronald a une solution. Non. Il dit que le problème du tanneur et du pêcheur vient du fait que la rivière n'appartient à personne. Si elle était attribuée à l'un ou à l'autre, il n'y aurait plus de problème. Attribuez-la au pêcheur, et le tanneur devra payer quelque chose pour déverser ses produits polluants dedans. Il y réfléchira 2 fois avant de le faire. Plus exactement, il réduira sa pollution. Mais puisque je vous dis que j'ai réduit. Attribuez la même rivière au tanneur. Attribuer la rivière au tanneur, le méchant qui pollue? Oui, et le pêcheur le payera pour qu'il réduise sa pollution et qu'il le laisse pêcher. On arrivera au même résultat. Le tanneur polluera moins. Je suis pas d'accord avec vous. Vous refusez de juger la pollution en mal, mais quelle planète vous laissez à vos enfants? Vous vous rendez compte du monde dans lequel on va grandir, nous? Vous avez raison. C'est l'un des problèmes de tout ce qui vient d'être énoncé. Les générations futures ne sont pas encore là pour faire valoir leur bien-être. Vas-y, comme on se fait trop ken. Il faudrait intégrer dans le coût social celui des enfants qui ne sont pas encore nés, voire leur attribuer des droits de propriété
propriété, sur l'air, sur l'eau. Ça me déprime. La défaillance de marché liée aux biens publics peut aussi être réduite par l'action de l'État. L'État va subventionner la production de ces biens. Vous voulez dire l'État finance la Tour Eiffel? Oui, par exemple, mais aussi l'éclairage public, les routes, l'éducation, la santé. En fait, il faut des monopoles d'État pour tout ça? C'est une possibilité. Une autre possibilité est de subventionner des entreprises privées. Ah ah. Et quand ce ne sont pas des biens publics purs, bah par exemple un bien commun. Pour les biens communs, donc des biens qui, je le rappelle, sont rivaux mais non exclusifs, comme les poissons d'un lac ou d'autres ressources naturelles épuisables, Comme les noisettes? l'État peut imposer des restrictions pour limiter leur utilisation. On a justement des réglementations qui visent à limiter la pêche, la chasse, la déforestation, etc. Mais vous n'avez pas encore parlé de ce que fait l'État contre les asymétries d'information. Pour moi, c'est le plus important, car je suis accro au Caleroni et vous avez expliqué que je ne pouvais pas connaître la qualité pour sûr avant d'avoir acheté. Vous évoquez en effet l'asymétrie d'information ex ante qui porte sur les caractéristiques d'un produit. L'acheteur ne connaît pas la qualité de ce qu'il achète, seul le vendeur la connaît. Le problème que ça pose est que l'acheteur ne sera pas prêt à payer le prix de la haute qualité en l'absence d'informations parfaites, car le risque est trop grand de tomber sur de la camelote de mauvaise qualité. Il va donc accepter de payer un prix moyen entre la bonne et la mauvaise qualité. Mais du coup, les vendeurs de qualité vont se retirer du marché. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse. La manière d'y remédier est de créer un signal pour prouver que le produit qu'on vend est de qualité. Et l'État peut réglementer le signal, par exemple les labels, l'obligation des contrôles techniques des voitures, etc. Ce que vous devez retenir, il existe des situations de défaillance de marché. Ce sont des situations où le marché conduit à un équilibre sous-optimal, voire à une absence d'équilibre. On peut citer les externalités positives ou négatives de consommation ou de production, les biens publics, non rivaux et non exclusifs, les asymétries d'information, ex ante ou ex post. En cas de défaillance, l'intervention de l'État peut être une solution pour rétablir un équilibre optimal ou au moins plus proche de l'optimum. Les conséquences négatives des externalités peuvent se réduire au moyen de réglementation, ou bien de taxes pigouviennes, ou bien d'attribution de droits de propriété sur le vecteur de l'externalité, comme l'a suggéré Ronald Coase. Les biens publics purs peuvent être financés par l'État, l'utilisation des ressources des biens communs peut être réglementée, et en cas d'asymétrie d'information, l'État peut aussi intervenir pour rétablir de la transparence.